Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence qui aujourd'hui va parler de la médecine spatiale. Deux petits mots d'introduction. Elle est organisée par l'association Adagio, qui se trouve à côté de Toulouse, et par la SAF, la Société Astronomie de France. Cette conférence est en même temps transmise sur une téléconférence Zoom et en même temps sur le live YouTube de la SAF. Pour des raisons pratiques, je demanderai à tous les gens qui se connectent sur Zoom notamment de ne pas activer les caméras et les micros. On va laisser ça à notre conférencière. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, soit le chat Zoom, soit le chat YouTube. À la fin de la conférence, on fera un bilan et on reprendra toutes les questions et on les posera à notre conférencière. Voilà. Je laisse la parole très vite à Patrick Martinez, qui est le président de l'association Adagio, qui va faire l'introduction de la conférence et présenter notre conférencière. À toi, Patrick. Bonsoir, merci Frédéric. Bon, alors ce soir, nous avons la chance d'accueillir Brigitte Godard pour cette conférence sur la médecine spatiale. Alors là, nous avons doublement la chance parce que, d'une part, parce que Brigitte est l'une des grandes spécialistes françaises de médecine spatiale, et deuxièmement, parce que Brigitte a un emploi du temps pire qu'un ministre. Elle est actuellement en charge donc, de Mathias Maurer, qui est un astronaute à bord de l'ISS. Et donc, il a fallu trouver une date difficilement pour que Brigitte puisse se libérer pour nous consacrer ces quelques heures de conférence ce soir. Donc, alors Brigitte Godard, nous la connaissons bien, l'association Adagio depuis longtemps, puisqu'en plus d'être médecin, elle est astronome amateur. On l'a connue dans des activités d'astronomie amateur. Et puis, elle était déjà à l'époque d'astronome amateur, elle était passionnée par tout ce qui était le spatial. Et naturellement, elle a orienté sa carrière vers la médecine spatiale. Elle a travaillé au MEDES à partir de 2005. Elle nous dira peut-être deux mots sur ses activités au MEDES, en tout cas en faisant des bed rest, c'est-à-dire elle obligeait des gens à rester allongés longtemps pour simuler la pesanteur. On faisait partie des études de préparation aux vols habités. Elle a participé en 2008 à la sélection des astronautes. Je crois même qu'elle était elle-même, elle avait velléité d'être candidate astronaute à l'époque, donc vraiment passionnée par le spatial. Et puis, elle a été recrutée par l'Agence spatiale européenne en tant que médecin des astronautes. Elle a suivi, je crois, 5 astronautes. Elle était le médecin en titre pour poursuivre Thomas Pesquet lors de son premier vol. Puis là, dans le vol récent, elle était le médecin assistant pour Thomas Pesquet. Et maintenant, dès que Thomas Pesquet est redescendu, Mathias Maurer a pris la suite, donc un astronaute allemand. Et c'est Brigitte qui est directement en charge de Mathias Maurer, d'où ces emplois du temps un petit peu difficiles ces temps-ci. Donc, je vais pas faire attendre plus longtemps. Je vais laisser la parole à Brigitte pour cette conférence sur l'homme et l'espace, et puis voir sur un plan médical quels sont les challenges, les solutions, et qu'est-ce que cela implique d'envoyer les hommes dans l'espace, et même pour des longues durées. Bon, merci Brigitte de nous consacrer un peu de temps ce soir malgré ton emploi du temps, on y est très sensible. Et donc, à toi la parole. Et à tout à l'heure pour les questions. Merci Patrick. Et bonsoir à tous. Je suis vraiment ravie d'être avec vous. D'abord parce que j'aime beaucoup l'astronomie. Donc voilà, je n'ai pas pu résister à cette invitation par Patrick. Donc voilà, on va commencer de suite. Alors pour vous donner peut-être une petite précision, donc je suis médecin donc embauché par l'Agence spatiale italienne. Donc j'ai travaillé longtemps pour la France jusqu'à la fin du premier vol de Thomas Pesquet, et puis je suis retournée travailler pour le MEDES. Et puis bon voilà, en fait quand on est passionné par le spatial, finalement préparer des missions pour les vols habités, c'est pas du tout la même chose que de travailler pour les astronautes. Donc voilà, j'ai eu la chance d'obtenir ce poste pour l'Agence spatiale italienne. Alors vous voyez, c'est un peu compliqué. Je suis un médecin français qui travaille en Allemagne pour l'Agence spatiale européenne, pour l'agence italienne. Donc, mon employeur est en Italie. Voilà. Alors, on va parler donc effectivement de médecine spatiale, de l'homme et l'espace, quels sont les risques, les moyens de protection et le futur. J'ai voulu diviser ça en 3 parties. Donc, l'environnement spatial, vous expliquer pourquoi cet environnement est vraiment agressif, du fait de la microgravité, des radiations, confinement et des rythmes chronobiologiques. La deuxième partie, nous verrons quels sont
les moyens qui nous permettent quand même d'envoyer un homme dans l'espace, donc les moyens de protection, donc en prévol, la sélection d'ailleurs, l'entraînement, le suivi en vol et puis la réhabilitation retour. Et puis, j'espère, il manque un chapitre 3, là, non, je pense qu'il y a une erreur. On parlera du futur, qu'est-ce qu'on envisage pour les décennies à venir. Alors, l'environnement spatial, peut-être que vous vous dites finalement, ce n'est pas si agressif que ça, et pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué d'envoyer un homme dans l'espace? Comme je vous l'annonçais au démarrage, donc il y a vraiment 3 gros risques principaux qui sont la microgravité ou l'impesanteur, comme vous voulez l'appeler, les radiations et l'environnement à bord de la station, qui est un environnement clos. Il n'est pas question de sortir et pas question encore de voir la famille. Donc, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Alors, en ce qui concerne la microgravité, j'ai coutume de dire que finalement, on ne se rend pas du tout compte quand on est sur Terre, parce qu'on est fait pour vivre sur Terre, donc on a toujours été dans cet environnement où notre poids a vraiment une importance. Et vous voyez, là, vous êtes, j'imagine, tous assis comme moi, et bien malgré tout, mes muscles sont sont vraiment en train de travailler. Et si je n'avais pas, si d'un seul coup on retire cette gravité, je pourrais tout à fait flotter comme le font les astronautes. Et surtout, on s'en rend compte quand ils rentrent. Parce que quand ils rentrent, vous leur donnez une feuille de papier, vous leur donnez un stylo, ils vous disent « Oh là là, mais c'est lourd ». Et moi, ça m'avait vraiment profondément choqué la première fois. Tous les systèmes du corps humain vont vraiment être affectés par cette absence moindre gravité, j'ai envie de dire. Et donc, on va voir surtout les systèmes qui ont été examinés, les premiers sont le système cardiovasculaire et osseux, parce que vraiment, là, ça se voit. Vous voyez, si l'astronaute revient et que son système cardiovasculaire est défectueux, il va pouvoir faire une hypotension orthostatique. On va en reparler un petit peu plus en détail. Et puis, petit à petit, on se rend compte que l'ensemble du corps humain est vraiment affecté. Alors, pour lutter contre les effets secondaires qu'on a suite à cette absence de gravité, on va avoir un certain nombre de mesures dont je vais vous parler après, qui ont été développées. Alors, pour chaque système, l'idéal, ce serait quand même de reproduire finalement la gravité à bord. On est dans les films de science-fiction, mais c'est ce qui serait quand même le mieux. Alors, en ce qui concerne le système cardiovasculaire, vous avez peut-être remarqué quand ils rentrent, quand ils sortent, on les sort d'ailleurs de la capsule, que ce soit le Soyuz, que ce soit SpaceX, et on est obligé de les sortir et on les garde assis. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? En fait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la gravité est tellement importante sur Terre, on a un système cardiovasculaire qui est fait de telle sorte que le cœur, en tant que pompe, va permettre au fluide de se répartir dans l'organisme, notamment aussi au niveau de la partie inférieure. On a le système veineux qui est vraiment bien développé sur Terre. Quand vous partez dans l'espace, on va avoir ce qu'on appelle l'aspect bouffi du visage et les mollets de coque. Je suis sûre que vous avez tous entendu parler de ça, puis quand vous les voyez les premiers jours, ils ont quand même, c'est vrai que cet aspect, ça dépend des astronautes, mais on le voit, parce que les fluides qui normalement sont répartis, comme vous voyez en A sur Terre, de façon homogène sur l'ensemble du corps, eh bien, ils vont au tout départ, donc c'est en B, là, ils vont vraiment être principalement au niveau de la partie supérieure de la tête. Et il faut savoir qu'on a des capteurs au niveau des sinus carotidiens qui vont permettre justement de dépister quelle est la quantité de fluide qui arrive. Et alors là, ça va être un des effets secondaires parce qu'en fait, ils ont beaucoup de fluide qui arrive là, alors que finalement, c'est mal réparti. Donc, ils ne vont pas boire beaucoup au départ. Donc, il va vraiment falloir qu'on les stimule. Puis en C, c'est quand on est à peu près au milieu du vol, j'ai envie de dire au bout de 3 semaines, 1 mois, ça dépend des gens. Donc, ils vont s'adapter et puis, en fait, il va y avoir une diminution du fluide, mais ils vont quand même être de façon un peu plus homogène sur tout le corps. Et puis, au retour sur Terre, c'est l'inverse qui se passe parce que comme vous n'avez pas utilisé, comme on verra tout à l'heure, le cœur est aussi un muscle, et le système veineux n'a pas bien fonctionné non plus, les valvules ne vont pas être aussi bien confluentes que sur Terre, donc il va falloir une petite adaptation, et c'est pour ça qu'on parle d'hypotension orthostatique au retour, parce que, en fait, ils ont tout le sang qui arrive au niveau des membres inférieurs. À cela vient se mêler effectivement aussi les atteintes, le dérèglement du système vasculaire, dont on va parler tout de suite. Alors d'abord, le système musculo-squelettique. J'ai envie de dire que c'est le deuxième système qui est qui nous pose quand même problème pour des missions vers Mars, des missions de très longue durée. Pour vous donner une idée, une femme à la ménopause va perdre 1% d'os par an.
Et un astronaute, en moyenne, va perdre 1% d'os par mois. Alors, ce sont des chiffres, c'est global, ce n'est pas tout à fait ça. Et vous voyez, en fait, sur le schéma que vous avez ici à gauche, donc, plus on est sur les parties inférieures, qui sont des parties portantes, où, en fait, la gravité va être le plus importante sur Terre, mais ce sont ces parties qui vont être affectées en premier. Donc, la colonne vertébrale, le bassin, et puis le talon. Alors, en revanche, au niveau des poignets, vous les voyez quand ils se déplacent dans la station, ils utilisent leurs poignets, ils nagent un peu. Et là, en revanche, on peut observer au contraire une augmentation de la densité osseuse. Et puis, c'est vrai qu'ils servent beaucoup de leurs membres supérieurs, notamment pour les sorties extravéhiculaires. Alors, oui, je reviens en arrière. Donc, le muscle, en fait, je pense que j'en parle pas assez, c'est la même chose, en fait. On va perdre beaucoup. Vous pouvez avoir une décroissance de jusqu'à 5 cm de circonférence, voire plus au niveau du muscle de la cuisse. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Un autre système, j'en ai pas parlé en premier, vous voyez, parce que je trouve que maintenant, on a des bonnes contre-mesures médicamenteuses et certains astronautes, en fait, n'ont pas du tout de problème. On dit que ça touche à peu près 70 à 80% des astronautes. Bon, ça dépend des études. C'est le mal de l'espace. Alors, donc, l'atteinte du système neurovestibulaire, alors, il faut vraiment le comparer au mal des transports, notamment au mal sur un bateau, hein. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de théories, il y en a notamment qui sont très anecdotiques et amusantes, mais je n'ai pas le temps de vous parler de tout ça. Il me faudrait une journée entière hein, pour venir vous parler de tout ce qu'il y a à dire. Mais le plus important, c'est, vous voyez, en fait, sur le schéma de droite, vous avez l'homme avec les différents capteurs, et notamment les yeux, le système vestibulaire représenté. Il y a 3 canaux en fait qui vont vous indiquer la position de la tête dans l'espace. Puis, on a aussi les capteurs qui sont représentés là au niveau de genoux et cuisses, qui sont des capteurs qui sont très importants dans le sens de l'orientation aussi. Alors, quand ils vont partir dans l'espace, ils vont finalement vivre dans cette atmosphère qui va être clos et ne plus… il va y avoir un conflit entre ce qu'ils perçoivent et la sensation de leur corps. Et d'ailleurs, je me souviens avoir entendu Claudie Agnoret qui disait finalement, le haut, le bas, on s'en fiche, ça n'a plus d'importance. Donc, vous vous rendez compte que pour nous, alors moi, ça me dérange beaucoup au départ, les astronautes qui sont un peu farceurs. Quand vous faites la première conférence, souvent, ils s'amusent à se mettre la tête en bas. Pour eux, ça n'a aucune importance, mais pour vous, vous êtes un peu désorienté, quoi. Là, donc voilà, c'est pour vous dire que pour eux, une fois qu'ils sont bien adaptés, ça n'a plus trop de problèmes. Alors, un autre qui touche le système neurologique aussi que j'ai voulu mettre en avant aussi, c'est l'atteinte oculaire. Alors, c'est ce qu'on appelle le SANS. Alors, ça, c'est bien un mot anglais. La première fois que j'ai entendu ça, c'est SAN. Vous voyez, S-A-N-S. Il dit, c'est pas très logique d'appeler ça SAN parce qu'en France, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a rien. Donc, en fait, ceci, pour moi, est plutôt un signe d'hypertension, ça témoigne probablement de cette répartition des fluides. Je vous ai dit qu'il y avait vraiment un déplacement des fluides vers la partie supérieure de la tête et il n'y a pas de raison que ça n'atteigne pas non plus l'œil. Et encore hier soir, donc on était à bord, Mathias, que je suis actuellement, donc, a fait son examen oculaire. Donc, on suit vraiment ça de près parce qu'on s'est rendu compte que c'était un trouble qui existait depuis les vols shuttle, mais ils n'ont pas de symptômes. Donc, si ça vous intéresse, on pourra en parler un petit peu plus par la suite. Et donc, on les suit vraiment régulièrement parce que le problème, c'est que quand ils commencent à avoir cet effet en vol, il est possible qu'au retour, ça ne disparaisse pas tout de suite. Ça peut prendre plus de temps, de même que la perte osseuse. Hein. Tout prend un petit peu plus de temps pour se remettre à la norme. Alors, et le dernier chose que j'avais envie de dire, c'est les troubles du sommeil. Alors, vous avez certainement entendu dire que beaucoup d'astronautes consomment beaucoup de pilules pour dormir. Alors, ça dépend lesquelles. J'ai envie de dire qu'il y en a une partie qui vous disent, écoute, moi, depuis que je suis arrivée là-haut, maintenant, je sais que tu ne peux plus m'empêcher de partir, donc je peux bien dormir. Ils n'ont plus aussi toutes les contraintes. Voilà, ils ont quand même un emploi du temps à respecter, mais ils se sentent peut-être un petit peu plus libres. Pour certains, ils vont mieux dormir. D'autres, ça va être l'inverse parce que il y a toujours aussi du bruit à bord de la station. Il y a beaucoup de travail, il y a le décalage horaire. Alors, quelque chose qu'on va voir aussi par la suite, vous savez qu'ils ont l'alternance toutes les 90 minutes du jour-nuit. Bon, après, ils mettent un bandeau sur leurs yeux pour dormir. Et puis, alors, vous voyez, en fait, ce qui est très perturbant pour nous sur Terre, c'est de voir qu'ils vont dormir debout. Mais pour eux, ça n'a pas d'importance. Alors, en fait, ils se sont rendus compte qu'en dormant dans un sac de couchage, en se sanglant, mais pas nécessairement, ils flottent. Et finalement, en fait, vous voyez, ils vont avoir l'attitude un peu comme un fœtus, comme on les voit finalement quand ils se déplacent aussi.
Une autre partie qu'on commence à étudier maintenant, je vous ai dit le cœur, muscles, os et système neurologique ont été vraiment les premiers bien étudiés. Puis maintenant, on sait depuis longtemps, si vous voulez, qu'il y a des modifications du système immunitaire et pas dans le bon sens. C'est-à-dire on a plutôt une altération qui va toucher toute l'immunité humorale et cellulaire et avec un risque accru d'infection. Alors, c'est vrai que moi, je suis toujours étonnée de voir je devrais toucher du bois, qu'on n'a pas plus d'infections que cela, mais parce que je pense que, si vous voulez, en fait, quand on étudie chaque organe séparément, donc à l'échelon microscopique, j'ai envie de dire, vous voyez tous les problèmes que l'on peut voir, mais en fait, il ne faut pas oublier de réintégrer chaque organe, hein, et que l'homme, j'ai coutume de dire que l'homme, voilà, c'est un tout. On ne va pas dissocier chaque partie. Et comme ils ont un mental très fort, en général, ce n'est pas la peine de leur suggérer quoi que ce soit. Est-ce que ça va bien? Oui. Alors que vous savez que normalement, il y a peut-être cette chose-là, vous pouvez la repérer, mais ils sont tellement motivés pour faire les expériences, etc., que je pense que grâce à cette gros mental qu'on aurait tous, hein, si on est motivé pour aller là-haut, vous ne pensez pas que vous avez mal aux pieds. Tout va bien. Donc, il y a de nombreuses espèces qui ont été identifiées, alors notamment sur Myre, hein, et je vous rappelle que quand elle a été dégradée, il y avait notamment des panneaux complets qui étaient bourrés de champignons. Alors, les germes que l'on voit en général sont plus résistants que les germes qu'on voit sur Terre, donc avec des nécessités d'antibiotiques de plus forte dose. Donc, c'est vrai que dès qu'il y a un risque, une suspicion d'infection, c'est vrai qu'on a tendance à mettre un antibiotique assez rapidement, mais on ne voit pas ça aussi fréquemment que ce qu'on pourrait voir, étant donné, comme je vous dis, la teinte que je ne vous détaille pas, mais on voit aussi une réascension du taux des anticorps. Alors, Patrick parlait du bed rest. Effectivement, j'ai eu la chance de participer à des campagnes d'alitement prolongé où on met des volontaires sains qui sont tout à fait une population qui représente les astronautes en ce qui concerne l'âge, etc., et qui sont des sujets qui vont bien, donc. Et ce qu'on constate souvent, c'est une recrudescence des herpès. Hein, oui, on va avoir des boutons de fièvre qui sont probablement expliqués par le gros stress. Donc, le stress qu'on va avoir donc à bord de la station, c'est pareil, hein, il est probablement même plus important que celui qu'ont les volontaires pour lesquels ils ne sont pas sujets notamment de l'expérience. Là, l'astronaute, il va être son propre expérimentateur et le sujet d'expérience. Le système cutané, alors il y a peut-être 10 ans, j'en aurais pas parlé, mais maintenant c'est vrai que plus je m'intéresse, plus on me rend compte qu'il y a de nombreuses choses, et si vous allez me dire, ça va aussi avec le système immunitaire. Donc il y a de nombreux changements au niveau de l'épiderme, et alors la peau est plus facilement exposée aux ultraviolets, notamment, vous savez, ils passent beaucoup de temps à la cupola. La cupola, c'est dans la station là où ils peuvent prendre des photos, là, toutes les photos que Thomas prend à prise, ça vient de là. Et donc, on s'est rendu compte aussi qu'il peut y avoir des modifications au niveau des névis, vous voyez. Donc, voilà, donc il y a quand même un risque, ça pourrait favoriser les cancers, on va en parler avec les radiations, perte de l'élasticité de la peau. Et puis, quelque chose que vous voyez ici sur ces deux images, en fait, c'est pour ça que je vous ai montré, c'est que, en fait, l'hygiène est quand même amoindrie à bord. Alors, il y a des astronautes qui vont vous dire on se nettoie trop à la maison, probablement. Si vous êtes 2 à 3 fois par jour, c'est peut-être pas utile. Mais en revanche, ils ont peu d'eau, ils ne peuvent pas prendre de douche. Vous imaginez, c'est vraiment un camping pour 6 mois, c'est un peu long. Donc, ça peut favoriser aussi effectivement les atteintes de germes. Le système digestif, alors là, il commence vraiment à être étudié. On s'est rendu compte qu'il y a une perte d'appétit. Alors, ça peut être normal au départ parce que, comme je vous ai expliqué, donc il y a le système neurovestibulaire donc qui vous donne des effets secondaires tels que les nausées, les vomissements, le mal de l'espace, en fait. Mais très rapidement, ils vont mieux. Mais malgré tout, ce qu'on constate, c'est que, ils ont une perte d'appétit. Et il faut vraiment les stimuler pour prendre le nombre de calories qui leur est nécessaire. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de problème pour la progression du bol alimentaire. On avait même un journaliste qui était venu faire des essais à Cologne pour voir si il s'était pendu la tête en bas et il dit, voilà, moi, je ne suis pas sûre que je puisse manger. Mais je dis, si. Parce qu'en fait, sur le plan physiologique, vous avez des ondes qui vont parcourir le système digestif. Donc, à partir du moment où vous commencez à voir un aliment, déjà, vous allez avoir la synthèse la fabrication par votre propre corps d'hormones qui vont vous aider à digérer, et en plus la progression du bol alimentaire va se faire facilement, donc ça c'est pas trop un problème. En revanche, on a constaté des systèmes d'hyperacidité, une hyperacidité qui peut être due aussi au stress, je pense. On a vu par des études échographiques une modification, notamment une augmentation de la taille du foie et du pancréas, et petite anecdote, c'est qu'on a vu dans les aliments prolongés aussi
des modifications du système hormonal du foie, hein, avec augmentation comme s'il y avait une hépatite, si vous voulez, des enzymes. Voilà. Et alors voilà, donc j'en ai fini pour la microgravité. Alors, je connais bien la microgravité parce qu'effectivement, je l'ai étudiée par les expériences de Bedresse qui simulent parfaitement ça. Je connais un petit peu moins bien les radiations solaires, sauf que comme je suis un amateur un peu d'astronomie, moins que vous, probablement, parce que j'ai plus trop le temps, mais donc je me suis toujours aussi intéressée au Soleil et aux radiations, qui pour moi sont vraiment un phénomène qui va être rédhibitoire pour les vols vers Mars. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'elles sont partout. Et donc, la bonne, c'est qu'on est toujours en vie. Donc, c'est qu'on est quand même capable de les maîtriser, que notre corps a quand même un certain nombre de défenses. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau des radiations, c'est que c'est très, très difficile de comparer avec ce qu'on reçoit sur Terre parce qu'on ne va pas avoir, ce n'est pas les mêmes types de radiations. Mais globalement, alors je ne vais pas vous faire un topo là-dessus, pareil, il faudrait des heures, et puis je ne suis vraiment pas une spécialiste. Il y a 3 types de radiations principales qui sont les rayons cosmiques galactiques, la ceinture où il y a les protons et électrons qui vont être piégés au niveau de la Terre, et puis les particules solaires. Alors, toutes ces radiations vont donner ce qu'on appelle des particules primaires qui vont être, si vous n'êtes pas protégé, vous allez les recevoir, mais même si on met un système de protection, elles vont être déviées, elles vont être, si vous voulez, modifiées par les blindages et on peut se retrouver avec des particules secondaires. On pourra y revenir par la suite. Alors, je vous ai mis un article là qui est vieux de 2011, mais qui, à mon avis, résume très, très bien tout ce qu'il faut savoir sur les radiations. Bien sûr, maintenant, les moyens de protection, il y a d'autres articles qui sont sortis, mais vraiment, c'est le meilleur que j'ai pu trouver sur toute la connaissance au niveau de l'activité des radiations. Alors, qu'est-ce qui va se passer si un astronaute a finalement sa combinaison quand il fait une sortie extravéhiculaire et qui est dégradée, une dose trop forte de radiation va pouvoir entraîner un décès. Un décès parce que, en fait, on va avoir les cellules de la moelle osseuse qui vont être atteintes et il n'y a pas un gros délai de régénération. Et s'il y a une trop grosse dose, c'est létal. Alors, heureusement, ça n'arrive pas parce qu'on est capable de suivre, notamment grâce donc à toutes les équipes d'astrophysiciens, quand est-ce qu'il y a des chances ou des risques, on va dire, d'augmentation de particules solaires. C'est aussi lié à l'activité solaire. Bon, je ne vais pas entrer là-dessus. Mais à long terme, ce que l'on peut voir, ce sont des cataractes et des risques de cancer. Alors, il y a plusieurs études qui ont été faites. C'est très, très, très difficile de montrer ce risque sur les cancers parce que on n'a peut-être pas encore trop de recul, même s'il y a quand même beaucoup d'astronautes qui sont sortis maintenant dans l'espace. Mais aussi, bien évidemment, plus ils vont sortir longtemps, plus le risque va être grand. À court terme, dont les light flash, bon, ça c'est intéressant à savoir, mais il n'y a pas, ça, à ma connaissance, ça n'a pas d'effet délétère. Et je vous ai mis sur la droite là, une image, en fait, ce que l'on faisait, que l'on ne fait plus, je vais vous dire pourquoi après, un suivi des modifications chromosomiques par une analyse de sang. Alors, on faisait des analyses en pré-vol et en post-vol. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, il y a vraiment, quand ils rentrent, quand vous faites ce test-là dès leur retour, vous avez une grosse quantité de modifications génétiques qui, a priori, si vous voulez, n'ont pas d'interférence. L'astronaute va bien, en fait, vous ne voyez rien de spécial. Et puis, au bout de 3 mois, 6 mois, il récupère. Alors, comme c'était des tests qui étaient extrêmement onéreux et qu'on ne savait pas trop quoi faire de ça, parce qu'à partir du moment où vous faites des tests et que finalement, vous ne savez pas comment aider l'astronaute avec, vous ne les faites plus. Donc, je sais qu'en France, en Europe, on ne le fait plus. C'était le seul test qui était fait, était au Canada. Donc, et les Américains ne le font plus non plus. Alors, si on voulait si on voulait respecter les doses cumulées sur Terre, on ne pourrait pas dépasser l'envoi d'un astronaute, ne pourrait pas partir plus de 100 jours. Alors, l'exposition annuelle, c'est vraiment très global. Ce que je vous ai dit là, c'est 300 à 500 millisieverts, et ça dépend vraiment, vraiment des périodes d'activité solaire, s'ils vont faire une sortie extravéhiculaire. Alors, je vous ai mis sur la droite donc un tableau comparatif. Excusez-moi, il y a encore des tableaux qui sont en anglais parce que je n'ai pas eu le temps de changer. Donc, si vous faites une radio du thorax, par exemple, vous allez vous prendre de 0,05 à 0,24 millisieverts. Je vous rappelle, maintenant, on n'en fait plus beaucoup. Il y a tout un tas de radios. Par exemple, le scanner de thoracique, ça va être de 4 millisieverts. Alors, vous voyez ici, pour la moyenne pour un astronaute pour aller sur Mars, alors parce que je pense qu'on compte un an et demi, ça serait 600 millisieverts.
pense que vous avez à peu près dit tout là-dessus. Alors, ce que vous voyez sur la gauche, en fait, c'est ce qu'on va recevoir tout au cours de la mission de l'astronaute, toutes les semaines. En fait, on va recevoir ce graphe qui va nous indiquer, alors, vous voyez, contrairement à ce qu'on aurait pu mettre, la barre bleue, c'est la barre qu'on ne veut pas dépasser, on ne veut pas aller au-dessus. C'est là, si on est là, il faut peut-être prendre une action vraiment sérieuse, les faire revenir s'ils sont dans cette phase-là. Et donc, on va petit à petit, ça va s'implémenter. Alors, en fait, si vous voulez, le problème des radiations, c'est que il n'y a pas vraiment, on ne peut pas dire, ah ben voilà, on peut pas, même avec les mesures que l'on a, ce n'est pas parce que vous avez 300 millisieverts que vous allez avoir tel problème. Et c'est pour ça qu'on s'engage sur le plan médical avec les centres qui s'occupent de la radioprotection à ce qu'on appelle l'ALARA. C'est As Low As Reasonable Achievable. C'est un engagement vraiment pour faire tous les efforts possibles et inimaginables pour minimiser l'exposition et réduire le risque. Donc, quelle que soit l'exposition, elle représente un risque à long terme de maladie chronique, mais même avec les examens que je vous ai montrés tout à l'heure, ce n'est pas ça qui va me permettre de dire quel est le risque de tel astronaute. Il n'y a vraiment pas vraiment de niveau, c'est pour ça que c'est très compliqué au niveau des radiations. Alors, la pensée finale, c'est, vous voyez, quand un astronaute va rentrer, donc on va savoir, il a perdu tant d'os, au niveau vasculaire, on voit comment il va récupérer petit à petit. Mais au niveau des radiations, finalement, on ne va pas être capable de dire, bon, maintenant il est sur Terre, on est tranquille. Ouais, peut-être que dans 2-3 ans, il va faire une cataracte, peut-être qu'il aura un cancer qui sera favorisé par les radiations, on ne sait pas. Voilà. Alors, là, le troisième volet, je vous ai dit l'impesanteur, les radiations, c'est le confinement et les rythmes chronobiologiques. Alors, avant que je ne travaille à l'Agence spatiale européenne, je ne m'étais pas rendu compte que les rythmes chronobiologiques étaient aussi importants et j'avais coutume de parler du confinement parce qu'effectivement, pendant les bed rest, on observe aussi ce confinement. Alors, le risque le plus important sur le plan du confinement, ce sont les effets psychologiques. Alors, on va le voir, c'est plus pour les expériences sur le futur parce que je pense que le confinement à l'heure actuelle dans la station, finalement, ils sont très occupés dans la journée et puis tous les soirs, donc ils vont parler ils peuvent parler avec leurs partenaires. Et je me souviens, lors de son premier vol, Thomas me disait je discute plus avec ma femme que je ne l'ai jamais fait parce qu'elle aussi, elle avait une activité très prenante. Donc, vous voyez, finalement, ils ne sont pas complètement isolés de leur famille, même s'ils le sont bien sûr physiquement. Donc, il y a beaucoup de raisons pour avoir des stress psychologiques. Bon, là, je pense que je ne vais pas détailler ça. Et les rythmes chronobiologiques, oui, je ne m'étais pas rendu compte, vous voyez, qu'il y a une transition lumière et nuit qui survient toutes les 90 minutes, soit 16 fois dans une journée, et que même si, vous voyez, ils travaillent dans cet environnement où ils ne voient pas par la fenêtre, sauf quand ils vont, comme je vous dis, à la cupola, voir ce qui se passe, mais le corps, il est très réceptif à ça. Même si si on vous bande les yeux, le corps va pouvoir percevoir, et je vous ai mis ce petit réveil là à droite, c'est pour vous montrer que suivant les horaires de la journée, on va avoir un certain nombre d'hormones qui vont être fabriquées, et tout le monde le sait que le cortisol va être fabriqué le matin, et c'est pour ça que quand on vous fait les prélèvements de cortisol, ils doivent être faits dans certaines conditions, ça va les modifier. L'environnement à bord, alors pareil, je pense que c'est pareil, je ne m'étais pas rendu compte non plus de ça, jusqu'à ce que je travaille là-bas, par rapport à un avion, en fait, on va reproduire toutes les mesures qui sont sur Terre, c'est-à-dire normalement température, pression, ça c'est parfaitement maîtrisé. Mais la grosse différence, c'est que le taux de CO2 avec toutes les expériences qu'il y a à bord va être beaucoup plus élevé que sur Terre. Et c'est vrai qu'on a coutume de dire qu'il est de 10 fois plus élevé. Bon, en fait, maintenant, ils ont réussi à bien baisser les doses. Et les effets secondaires, ça va être quoi? Ça va être difficulté de concentration, des troubles de l'attention, de la fatigue et des maux de tête. Donc ça, c'est plutôt un petit embêtant. Alors, donc, qu'est-ce que je veux dire? Le bruit aussi, il y a beaucoup de bruit. Alors, vous savez, quand on éteint l'ordinateur, souvent, c'est quand on l'a éteint qu'on se dit « Oh là là, mais quel bonheur !» Moi, avec un seul ordinateur, ça me fait ça. Alors, vous imaginez, à bord de la station, il y en a plein partout. Donc, le bruit, c'est vraiment, vraiment quelque chose qu'on surveille de près. Et très, très souvent, ils commencent à avoir des petites pertes auditives, alors qu'ils vont, au bout de 6 mois, quand ils rentrent, ils récupèrent. Mais c'est vraiment un effet secondaire aussi qu'il ne faut pas négliger. Et quand ils font les exercices physiques, vous allez le voir tout de suite sur le tapis roulant, c'est extrêmement bruyant. Alors, surtout si les astronautes courent vite, c'est vraiment, ça peut être très, très, très gênant. Et les alarmes, alors, je me souviens au moment où j'avais rédigé cette diapo-là, il y avait souvent des alarmes qui étaient déclenchées par inadvertance la nuit, et je peux vous dire que c'était aussi une des causes de ne pas pouvoir dormir à bord. Bon, ça s'est un peu calmé. Je vous ai montré sur le droit, je ne sais pas si c'est très visible, mais c'est l'emploi du temps.
pour vous dire qu'en fait, ils ont vraiment du matin, ça peut aller, Mathias me disait là, qui se lève lui à 6 heures pour commencer à préparer sa journée. Ils vont avoir vers 7h, 7h30 la conférence avec l'ensemble de alors, à bord avec les Russes, avec Columbus, avec aussi donc les Européens et les Américains. Et donc, ça va être à tour de rôle qui leur donne des informations sur la journée s'il y a des choses à savoir. Donc, ils sont quand même pas mal occupés. Alors, les moyens de protection, j'ai envie de dire que ça commence avec la sélection, vous voyez, parce que c'est vrai que il est effectivement très difficile de trouver quelqu'un qui n'a rien. Je veux dire qu'il soit avec un corps parfait, c'est extrêmement difficile, mais quand même, on peut quand même s'amuser à sélectionner. Alors là, en fait, je vous parlerai mieux de la sélection effectivement de 2008. Vous êtes probablement tous au courant qu'il y a une sélection à l'heure actuelle en cours. Mais elle se fait de la même manière. Alors, je ne suis pas du tout impliquée dedans parce que là, je n'ai pas le temps, mais j'ai effectivement été impliquée dans celle de 2008. Alors, au plus grand malheur au départ de MEDES, parce que je m'étais portée candidate, donc comme je devais m'occuper de la sélection. Et puis, au moment donné où j'ai été éliminée, parce que j'avais été prise dans la première partie, donc il y avait 8000 candidats à l'époque, là, on en a beaucoup plus. Après ça, c'était les tests psychomoteurs à Hambourg, donc je suis allée à Hambourg. Et puis, en sortant de là, c'était une journée de test sur ordinateur. J'ai dit, là, ça ne va pas le faire. Ce n'était pas pour moi. Et la deuxième, alors après ça, sur les 950 candidats, il y en avait 200 qui ont été retenus, qui sont allés à Cologne. Et là, je suis arrivée à Cologne, effectivement, à la plus grande joie de Modeste, n'ayant pas été sélectionnée. Je pouvais du coup m'occuper de recevoir les candidats pour s'assurer que tout allait être homogène. Je représentais MEDES parce que cette sélection avait été partagée en fait entre les Allemands, représentés par l'ADLR, qui est l'équivalence en fait du CNES. Il y a beaucoup plus de monde, mais voilà, on va dire ça comme ça. Alors, le MEDES, en fait, c'est pour l'Institut de médecine et de physiologie spatiale, qui est à Toulouse. Alors, il y a plusieurs parties, mais la clinique spatiale où on fait les expériences de bed rest, vous la voyez ici, elle est sur l'hôpital de Rangueil, donc c'est extrêmement bénéfique parce que quand vous faites des expériences d'alitement prolongé, vous utilisez l'hôpital pour les services de radiologie, donc c'est très confortable. Pour revenir à la sélection, donc après cette phase de psychomotrice, il y avait la phase psychologique, donc, où là, on va regarder comment finalement les candidats vont travailler ensemble. Donc, voilà. Alors, il y a des tests qui sont très compliqués à faire. Alors, eux, ils sont vraiment affalés, vous voyez, pour essayer de trouver une solution. En fait, on s'en fiche de la solution qu'ils vont trouver, mais ce qu'on veut vraiment s'assurer, c'est comment est-ce qu'ils ont cet esprit d'équipe pour travailler entre eux. Et donc, de là, on avait eu 45 candidats. Je vous avoue que c'est pas beaucoup au final parce qu'on voulait en sélectionner 4 à l'époque, on en a sélectionné 6, mais il y avait toute la partie médicale. Et finalement, sur les 45, il y en a eu 22 qui ont été retenus, qui n'avaient pas on va dire, qui étaient corrects sur le plan médical, voilà, pour faire simple. Voilà, donc je pense que c'est à peu près le même type de sélection cette année avec beaucoup, beaucoup plus de candidats. Alors, une fois que le candidat va être sélectionné, donc on va l'entraîner. Donc il y a un entraînement d'abord de base de 2 ans qui va être un entraînement médical sur toutes les manips scientifiques. Ils vont aussi s'entraîner, eux, pour être l'expert médical à bord, s'ils veulent. Il y a un entraînement médical là où ils vont apprendre leur corps. Tout ce que je vous ai dit, en fait, ils vont l'apprendre. Les expériences scientifiques. Columbus, vous savez que c'est notre contribution européenne à la station spatiale. Ils vont apprendre, alors je vais maintenant piloter la capsule parce qu'on parle beaucoup plus maintenant avec le SpaceX qu'avec Soyuz. S'entraîner pour les sorties extravéhiculaires, aussi bien avec les Américains qu'avec les Russes, l'entraînement de survie et puis l'entraînement pour maintenir la station. Alors c'est vrai qu'une fois qu'ils sont là-haut, vous voyez, ils font tout. Il faut qu'ils sachent réparer les toilettes et je vous assure que ça arrive souvent qu'ils sont en panne et pour eux, c'est fondamental d'avoir des toilettes qui fonctionnent. Alors je vous ai mis juste un certain nombre de photos. Alors là, c'était donc vous voyez, là c'était juste pour vous illustrer en fait les expériences de science. Donc on va utiliser là ce qu'on appelle le lower body negative pressure. Alors c'est un appareil en haut à droite. Le but c'était vous voyez, je vous ai parlé de problèmes oculaires. Donc cette expérience que Thomas avait suivie lors de son premier vol, c'était pour en fait avant de rentrer à bord pour minimiser justement ce fait que les fluides sont à la partie supérieure de la tête. Donc, c'est pour favoriser, minimiser, on va dire ça comme ça, l'hypotension statique au retour. Et a priori, ça marche bien.
Donc après, vous avez tout un tas d'expériences, celle avec Luca par Mitano, là, c'est une expérience neuromusculaire. On utilise beaucoup l'IRM en pré-vol et en post-vol. Alors en général, j'aime bien ces expériences-là parce que ça ne prend pas de temps pendant la mission. On ne fait pas encore d'IRM pendant la mission. Vous voyez de nouveau en bas ici, c'est Luca avec l'expérience de Simon. Simon, c'est un robot qu'on a à bord de la station. Alors, ça peut être bénéfique, mais ils n'aiment pas toujours parce que si l'astronaute n'est pas très content, il peut répéter des choses qu'il dit. Donc, vous voyez, ils sont même surveillés. Et vous avez en bas à droite, c'est en fait là, au centre d'entraînement à Cologne, où on a chacune de Columbus, où viennent s'entraîner aussi les partenaires américains, partenaires internationaux, pour se préparer sur leur mission aussi. Alors, l'entraînement de survie, en fait, si vous voulez, on ne va pas envoyer ni recevoir, enfin, quand ils rentrent, c'est pareil, on ne peut pas les envoyer à n'importe quel moment. Il faut que ce soit, ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça, les rotations, sélects, etc. Donc, c'est la même chose pour que la station, pour qu'ils puissent se connecter à la station, il y a des moments plus favorables. Mais en revanche, si on avait besoin de les faire rentrer pour une raison médicale ou autre, vous avez certainement dû entendre parler des débris. C'était le 2e jour de vol de Mathias à bord. C'était une catastrophe. Donc, si on devait les faire revenir, eh bien, en fait, là, on n'aurait pas le choix du jour et ils pourraient très bien atterrir n'importe où. Donc, il faut qu'ils soient capables, en fait, de survivre, on va dire, pendant 3 jours et de se débrouiller. Alors, s'ils viennent d'arriver à bord de la station, qui rentrent au bout d'une semaine, ils ne vont pas avoir perdu tous les muscles et tout l'autre dont je vous ai parlé, donc ça va probablement être plus facile. Mais si ça fait déjà 5 mois qu'ils sont là-haut, ça ne va pas être facile. Alors, ils font un certain nombre d'entraînements dans des grottes. Bon, voilà. La préparation, en fait, il y a un certain nombre d'examens médicaux. Et je regarde parce que je crois que je suis un peu trop bavarde. Et donc, les entraînements pour le cardiovasculaire. Alors, l'appareil que vous voyez à droite, là, c'est ce qu'on appelle ERED. C'est l'appareil pour vraiment faire l'entraînement musculaire et qui est capital. Et depuis qu'ils ont cette ERED, ça s'appelle, ils ont vraiment limité quand même la perte osseuse. Ce n'est pas suffisant, mais ça a beaucoup limité. À gauche, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle une plateforme vestibulaire. En fait, donc, on va les secouer dans tous les sens. Et je trouve que c'est un très bon test. Le premier qu'ils font, en général, ils ont vraiment des troubles d'équilibre. Puis dès le deuxième, en général, ça les aide pas mal. On a aussi, l'entraînement, ça c'est plus l'équipe médicale au sol. Donc là, vous voyez au milieu, c'est la console de Cologne. À droite, on fait les réunions. Donc là, c'était mes tout débuts avec André Kuipers. Donc, réunion pour voir quelles sont ses préférences pour faire le sport, etc. Alors, je vous ai dit que les astronautes vont s'entraîner. Donc là, c'était Mathias qui s'est entraîné donc à Cologne à faire des sutures. Au milieu, vous avez Samantha et Tim Peake, lors d'un vol parabolique, là sur la droite. Ils vont s'entraîner pour piloter la capsule. Donc, pour ça, en fait, ils vont passer pas mal d'heures, vraiment beaucoup d'heures, je dirais. Et même Thomas s'en plaignait parce qu'il a été doublure d'Andreas Mogensen, donc il s'était déjà entraîné avec lui. Et en fait, ils avaient changé, il y a eu un truc qui a été changé au niveau du Soyouz, et il a dû refaire toutes les heures d'entraînement, et ce qui était énorme. On ne les voit presque pas quand ils sont sur Cologne. Sur Cologne, ils vont peut-être passer 3 mois, et le reste de leur mission de 2 ans, ils vont la passer aux États-Unis ou en Russie, c'est pour vous dire. L'entraînement donc pour les sorties extravéhiculaires. Donc voilà, donc là en fait quand on peut, on va les accompagner parce que y a quand même des risques et puis c'est toujours favorable quand vient leur médecin. Puis vous aussi, ça vous permet de comprendre qu'est-ce qu'ils vont vraiment faire. Alors là, je suis allée en Russie, une des rares missions que j'ai pu faire avec Mathias Maurer parce que lui, c'est un des rares astronautes. Alors on a eu beaucoup de Français qui ont fait des sorties extravéhiculaires, enfin des missions, c'était les missions franco-russes à l'époque, dont Claudie Aigneret. Mais depuis qu'on a la coopération avec l'Europe et les Américains, on n'a pas refait de sortie extravéhiculaire. Donc, c'est pour ça que je suis allée l'accompagner. Normalement, il doit la faire en avril, si tout va bien. Voilà. Alors, les moyens, une fois qu'ils sont à bord, on va les surveiller. Et c'est un petit peu comme je fais là ce soir avec vous sur ce Zoom. On va se connecter. Vous avez donc à gauche là, donc c'est Luca qui fait son entraînement physique et on va l'épreuve d'effort et on va regarder comment il se comporte par rapport à ce qu'il était avant de partir. Et puis on va aussi surveiller les yeux. Je vous ai dit depuis le problème qu'on a rencontré
de ce fluid chiffre qui est susceptible de donner des problèmes au niveau oculaire. Donc, on a une batterie d'examens qui sont faits au milieu de mission et en fin de mission. Alors là, vous avez la surveillance médicale. Donc, à droite, vous avez la conférence médicale qu'on va faire. Donc, comme je vous ai comme à Zoom, c'est une conférence qui est privée. C'est 15 minutes entre l'astronaute et son médecin, une fois par semaine. Ils vont avoir la même chose avec le psychologue une fois toutes les 2 semaines. Et puis à gauche, on va les peser une fois par mois à peu près. C'est capital, hein, c'est comme ça qu'on va pouvoir leur dire, voilà, il a l'air de perdre du poids, ça fonctionne très bien, c'est une machine, alors ça fonctionne comme un ressort. Donc plus ils vont peser lourd, en fait, moins la machine va s'étendre. On pourra en parler après si vous êtes intéressé. Donc là, maintenant, on va parler vraiment des contre-mesures. Alors, je vous ai mis contre-mesures à bord, c'est pas vraiment ça, parce que la première image que vous avez à gauche, en fait, c'est lors d'un petit test. Alors, les Russes croient beaucoup, donc ils vont s'entraîner les astronautes sur sur le fauteuil rotatoire. Donc là, je crois que je ne vous ai pas mis d'image. Non, c'est pas grave. Et en fait, notamment Claudie était appelée la femme sans vestibule parce qu'elle n'avait pas du tout de soucis quand elle faisait cette chaise-là. Alors, il semble que plus on les entraîne, moins ils sont malades. Moi, j'ai envie de dire que les pilotes de chasse, effectivement, ont plus l'habitude, ils ont moins de soucis. Et donc, Lucas, je me souviens, lors de sa première mission, alors moi, en fait, c'était ma première mission avec lui et je n'avais jamais suivi d'astronaute. Je m'étais entraînée, mais pas à ce point-là. Et donc, quand je suis arrivée en Russie, son commandant voulait absolument qu'il fasse ces tests-là qui avaient été annulés par l'Europe parce qu'ils estimaient que le fauteuil rotatoire risquait de plus donner, d'avoir des effets secondaires que d'être bénéfique, parce qu'on s'était rendu compte que ce n'est pas parce que vous n'étiez pas malade que vous n'étiez pas malade à bord. Enfin, bref, et j'ai dû me battre. Finalement, il m'a dit, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et effectivement, lui, il a été pilote de chasse, il n'a pas du tout eu de problème. Alors, vous avez aussi un certain nombre de vêtements, c'est ce que vous voyez ici. Alors, c'est ce qu'on appelle en haut, le vêtement en bleu, là, le cantavar. C'est vous voyez, comme un collant vraiment très serré, qui, s'ils le portent, et notamment au retour, hein, ils vont le mettre au retour et le garder 2-3 jours, et ça va limiter les effets secondaires parce que ça va redonner, si vous voulez, une puissance au système veineux. Donc, le lower body negative pressure, on vient d'en parler sur l'expérience. Et vous voyez des bracelets, en fait. Alors ça, les Russes, ils ont beaucoup d'idées, ça fonctionne bien. Ce sont des bracelets qu'ils peuvent mettre aussi tout début de mission, les effets secondaires. Alors, on va les entraîner pour qu'ils limitent leur perte osseuse. Alors, en fait, on ne sait pas ce que ça donnerait s'ils ne faisaient pas de sport. Mais depuis qu'on améliore donc avec les appareils, on se rend compte que sans sport, probablement que ça serait encore pire, la perte osseuse et musculaire. Donc, ils font 2h30 de sport par jour, tous les jours. Ah si, là voilà, la chaise, le fauteuil rotatoire. Là aussi, pour entraîner le système neurovestibulaire, donc il y a la plateforme dont je vous ai parlé, les centrifugeuses, et puis vous avez la photo du milieu. C'est en fait quand les astronautes ont été les candidats, donc ils ont été entraînés tous les 6 ensemble, et donc voilà, c'était lors de leur vol parabolique. Le système immunitaire, en fait, j'ai envie de dire que là, on n'a pas beaucoup de moyens de l'entraîner, si ce n'est de faire, peut-être pas de la prévention, mais de dépister quelles sont les personnes plus à risque d'allergie. Donc, on va faire en fait des contrôles biologiques avant. Et bon, il y a là qui parle en fait de dire que finalement, on pourrait, sur le plan génétique, dépister des groupes à risque. Mais là, moi, j'ai vraiment un problème d'éthique si on fait ça. Parce que dans ce cas-là, vous voyez, on va commencer à sélectionner des gens sur leur génétique. Et ça, c'est pas tellement facile. Et alors, l'atténuation pathogénique spécifique, les vaccinations, on a déjà fait pas mal de vaccins, notamment le Covid. Je ne pense pas que ce soit une solution d'aller vacciner trop. Je pense que plus le système immunitaire va être résistant, et à mon sens, il vaut mieux de l'améliorer avec l'alimentation. Alors, au retour, effectivement, on va ce qu'on appelle la réhabilitation. Alors, comment ça se passe? C'est plutôt 3 semaines, les 3 premières semaines où ils vont faire la rééducation intense. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas au niveau musculaire, ils sont fatigués au départ. Donc, ce qu'on va préconiser, c'est plutôt de la rééducation proprioceptive, c'est-à-dire que, vous voyez, le sens de perception, on va leur faire des gestes très fins, comme les gestes des marionnettes, et ça, ils ne savent plus faire. Il y a beaucoup de choses, en fait, où ils vont dire, mais ça, c'est facile quand vous leur montrez ce que vous voulez faire, et puis finalement, on se rend compte qu'ils ne savent plus le faire, parce qu'en fait, ils ont un sens de perception qui va être complètement changé par rapport à ce qu'ils avaient en vol, et surtout si les vols sont longs, bien évidemment.
Voilà, donc ça, en fait, vous voyez, donc à Cologne, non, là, c'était donc je pense, aux États-Unis. Au départ, on rentrait directement sur Houston. Maintenant, on essaie de les faire rentrer à Cologne. Et puis, ils vont refaire l'épreuve d'effort. En fait, tout ce qu'ils ont fait en pré-vol, on va le faire en post-vol. Alors, je regarde un petit temps, que je ne mette pas trop de temps. Donc là, en fait, ce sont toutes les contre-mesures. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une contre-mesure? Comme je vous disais, c'est un moyen pour pallier aux effets secondaires de la microgravité. Alors, les radiations, je ne vous ai pas trop parlé des radiations, comment on peut pallier. Eh bien, en fait, maintenant, on sait qu'il existe des substances antioxydantes qui sont étudiées. C'est très, très difficile, il y en a beaucoup. Pour ça, il faudrait le même sujet, vous voyez, vous comparez le même sujet. Si un vol, il prend un antioxydant et l'autre pas, peut-être qu'on peut comparer, mais ça va dépendre des doses de doses de radiation perçues. Donc, c'est extrêmement difficile de donner une bonne réponse. Les interventions pharmacologiques, en fait, elles sont beaucoup utilisées pour les effets cardiovasculaires, notamment. Ça dépend des astronautes et ça dépend aussi beaucoup des médecins. J'ai coutume de dire que pour prévenir le mal des transports, on sait qu'on a des produits qui fonctionnent bien, mais je pense qu'il faut aussi faire confiance à l'astronaute. Et ça dépend. Vous avez des personnes qui veulent vraiment prendre des médicaments parce qu'ils pensent que ça va les soulager. Dans ce cas-là, il faut les laisser faire. Puis des fois, vous en avez qui vous disent, c'est pas grave, j'aime mieux être malade 2 jours et puis après, tout va bien. Voilà, je pense que c'est en ça qu'on se rend compte que la relation entre le médecin et l'astronaute est extrêmement importante parce que, voilà, puis vous vous ajustez, chacun est différent. Et j'ai beaucoup de chance, moi, de travailler pour les astronautes parce que je me rends compte que, vous voyez, je suis débordée avec un seul astronaute. Quand j'ai fait de la médecine générale sur Terre, je veux dire, donc j'avais plusieurs patients dans la journée. Et ce qui me gênait beaucoup, c'est que, vous voyez, en période de grippe, finalement, on avait le même traitement pour chacun, sauf si vous développez, par exemple, la phytothérapie, chose que j'ai pu faire, vous pouvez donner un traitement à chacun et chacun est différent. Et donc, c'est la chance que j'ai, moi, de travailler avec une seule personne parce que je peux m'adapter. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut qu'on s'en aille. Voilà. Alors, le futur. Alors, les missions, donc on est vraiment en train de travailler sur les projets de demain. Alors, la Gateway, c'est vraiment le but. Ce qu'on voudrait faire, c'est donc, je vous avais dû entendre dire que la station spatiale, donc on va arrêter vers 2023, 2024, bon, on ne sait pas trop. En revanche, ce qu'on veut, pour l'instant, c'est s'en servir encore, qu'elle nous serve un petit peu de base et puis d'aller un petit peu plus loin. Alors, on est plutôt sur des projets, en fait, de mission lunaire et pour utiliser la base lunaire pour renvoyer plus loin vers Mars. Alors, j'ai envie de dire que nous, sur le plan médical, alors d'abord, peut-être vous dire ça aussi, les missions spatiales de demain, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Alors, en fait, vous savez, c'est que l'homme veut toujours aller plus loin, dépasser ses limites. On ne peut pas empêcher, comme je dis toujours, le bébé de marcher, ni l'adolescent de quitter sa famille. Là, c'est la même chose. Les budgets diminuent comme partout, mais il y a toujours une partie qui est dédiée au spatial. Et voilà, il y a de nombreuses retombées sur Terre. Vous savez peut-être, je pense, que finalement, l'astronaute, c'est un très, très bon modèle pour apprendre le vieillissement de l'homme sur Terre. Donc, toutes les contre-mesures qu'on peut développer, on espère les utiliser sur l'homme dans l'espace. Alors, il n'y a pas que le vieillissement. On s'aperçoit qu'il y a vraiment un risque de diabète, d'obésité. Et donc, tout ça va nous permettre d'améliorer, on espère, l'étude sur Terre. Les études sur Terre. Donc, c'est l'évolution d'aller plus loin. Et puis, peut-être que, voilà, dans un certain nombre de millions d'années, quand notre Soleil aura disparu, on sera prêt à aller coloniser une autre planète. Bon, ça dit, peut-être que les extraterrestres sont déjà parmi nous, donc c'est peut-être pas la peine de voir si loin. Alors, moi, en fait, ce que je déduis de tout ça, c'est que, vous voyez, au départ, la médecine, c'était vraiment le souci numéro 1, parce qu'on ne savait pas du tout comment l'homme allait se comporter, et vraiment, les pionniers étaient vraiment mérités. Et n'oubliez pas qu'ils étaient recrutés parmi les pilotes de chasse, parce qu'on s'était dit que c'était déjà des surhommes, si on peut dire. Ils avaient déjà tous les critères que l'on voulait. Puis finalement, là, dans cette deuxième phase avec la station internationale, qu'est-ce que c'est? La station, c'est un laboratoire. Et moi, je peux vous dire que moi, en arrivant médecin au tout départ à l'ESA, j'ai été extrêmement déçue parce que je pensais qu'on faisait beaucoup plus de choses que ça sur le plan médical. Et puis on m'a dit, mais non, mais toi, tu nous embêtes. Le médecin, on ne veut pas entendre parler de vous. Tu fais tes tests, mais tu n'as pas besoin d'aller voir plus loin. Tout ce qu'on veut maintenant, c'est collecter des données pour la science parce que les astronautes, ils vont bien. Et c'est vrai, je dois dire que on n'a pas trop de soucis. En revanche, pour aller plus loin, pour aller sur Mars, les défis, à mon sens, sont vraiment d'ordre de trois points principaux qui sont le système osseux.
Alors, j'espère que va se comporter un petit peu comme tous les organismes vivants. Vous voyez, en fait, cette courbe gaussienne, mais même pas gaussienne, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne pourrez pas perdre plus d'os et que l'organisme va s'adapter. Mais là, je n'ai pas la réponse. Et vous savez que ce n'est pas rare, ça arrive. Il y a un astronaute qui n'avait pas pu repartir, il avait fait plusieurs missions, il est tombé de son vélo, c'est un garçon jeune, et il s'est cassé le col du fémur. Donc, c'est vraiment quelque chose, l'os, c'est quand même quelque chose encore à prendre en considération. Malgré le sport, ça ne suffit pas à une bonne alimentation. Les radiations, ça, on en a parlé. Là, moi, j'avoue, ce n'est pas mon domaine, mais je sais que c'est encore un défi. Et puis, le troisième défi, c'est quand même psychologique. Parce que jusqu'à maintenant, non, j'avais une image là-dessus, jusqu'à maintenant, en fait, quand les astronautes partent à bord, ils sont à 300 km, ils ne sont pas si loin que ça. Moi, je suis plus loin de ça, de ma Normandie, là où je suis. Ils sont loin dans l'atmosphère, effectivement, il y a plus de risques, mais ils communiquent toujours avec leur famille et surtout, ils continuent de voir la Terre. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur le plan psychologique qui est rassurant. Moi, pourquoi je voulais être astronaute? Je voulais aller faire mes propres expériences dans l'espace et je voulais surtout, plutôt que d'aller regarder avec ma lunette toujours ailleurs, je voulais aussi voir ce qui se passe d'ailleurs, voir la Terre d'ailleurs. Mais là, une fois qu'ils ne vont plus la voir, je pense que ça peut peut-être poser un problème psychologique. Alors, la NASA nous a laissé les 100 conditions médicales que l'on doit travailler avant d'envoyer des astronautes plus loin. Alors, en fait, c'est par ordre alphabétique, donc tous les systèmes vont être concernés. Le but, ce n'est pas du tout qu'on regarde ça, c'était pour vous dire qu'on est vraiment en train de travailler sur ce projet-là depuis des années, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra vraiment envoyer quelqu'un là-bas. Alors d'abord, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Sur le plan médical, il faudrait peut-être envoyer un médecin. Je dis même un médecin, moi j'aimerais mieux envoyer un chirurgien, vous voyez, qui puisse faire de la chirurgie simple, parce que pour l'instant, on sait que si on a une appendicite là-haut, on va les faire revenir, on peut temporiser avec des antibiotiques, etc. Une fois sur Mars, il va falloir qu'ils se fassent opérer directement. Donc, ça serait très utile, à mon sens, d'avoir un appareil de densitométrie osseuse pour étudier exactement où ils en sont, des possibilités d'examen de laboratoire. Je vous rappelle qu'on fait des prélèvements sanguins pour la science et que tous ces prélèvements sont rapatriés dans les capsules qui reviennent avec les astronautes, donc ils ne sont pas étudiés là-haut. Alors, le kit médical actuel, il pèse 400 kg. Ça représente 750 litres. Si on voulait envoyer la même chose en quantité et surtout pour un temps plus long, il faudrait 700 kg de matériel pour un volume de 1300 litres. Donc, les nouveaux défis, comme je vous le disais déjà tout à l'heure, c'est les pertes osseuses, les radiations, le défi psychologique. Et voilà, je vais peut-être faire un petit peu vite. Donc voilà, j'en ai fini. Alors, ça, c'était un petit clin d'œil lors de la première mission de Thomas. Donc, en fait, il avait fait voyager un petit Drakkar parce qu'en fait, il est normand, moi aussi. Donc, il avait pris la Normandie en photo, notamment, on peut voir le Mont Saint-Michel. Alors, je crois que ce n'est pas sur cette photo-là, c'est une autre, où elle est pas dans assez gros plan. Et voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention et je suis prête à répondre à toutes vos questions. Le voilà, le Mont Saint-Michel. J'en parle. Voilà. Merci à vous. Merci Brigitte. Je n'ai pas de questions sur le chat. Moi, j'en ai quelques-unes. Est-ce que de ton côté, Franck, il y a des questions concernant sur le live YouTube? Oui, effectivement, on a quelques questions, observations. Est-ce que tu veux que je commence avec une première ? Oui, vas-y, oui. Oui, alors on avait déjà une première remarque concernant le sommeil, et donc un de nos spectateurs nous faisait remarquer qu'il avait entendu dire que certains astronautes utilisent un oreiller. Alors bien évidemment pas pour sa fonction principale, puisqu'en apesanteur ça n'a pas beaucoup de sens, mais tout simplement pour avoir un contact sur la tête. Oui, alors effectivement, ça c'est vraiment très, très, comment dire, individuel. Alors, c'est vrai qu'à partir du moment où il y en a un qui a essayé ça, il peut transmettre à un autre qui va l'utiliser, mais c'est vraiment très personnel, mais effectivement, ça peut être une très bonne chose. Et aussi, vous disiez, même certains vont se sembler pour avoir ce contact avec le dos aussi. Et merci, c'est une bonne remarque. J'ai une question sur le chat de Zoom. Olivier qui demande si il y a eu des accidents médicaux déjà en orbite. Oui, alors la question est très, très générique. Oui, on a quand même un certain nombre de choses de répertorier. Alors, on n'a jamais eu de choses graves qui nécessitent un rapatriement, mais on a eu des accidents, notamment, j'ai en idée tout de suite des troubles du rythme cardiaque, des accidents aussi, notamment des débris. Vous voyez, alors ce qui peut se passer, il y a tellement de choses à dire, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais quand un cargo va arriver,
Donc, il y a vous savez, l'équilibration des pressions. Et puis, dès qu'ils vont ouvrir, là, c'est un moment qui est critique parce que, en fait, il peut encore y avoir des objets qui vont voler et donc, comme ça, ils peuvent se blesser et notamment aussi recevoir des débris de poussière dans les yeux. Oui, oui, on a… alors, je ne sais pas si la question, c'était accident avec enfin, pas des chutes, mais des réceptions de matériel, comme je l'ai dit, des sutures, hein, ça… Je crois que ça arrive très, 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 très rarement, mais des accidents de toute nature, oui, et notamment aussi avec les expériences. On peut avoir aussi des infections urinaires parce qu'il y a pas mal d'expériences avec ça, mais suivant le matériel. Et c'est souvent comme ça qu'on se rend compte que au sol, il n'y avait pas de souci, puis en apesanteur, finalement, vous avez la nécessité de l'utiliser de façon différente. Et vous pouvez avoir la science, parfois, nous donne des petits accidents. Alors aussi, le sport. Ils font beaucoup de sport et c'est pas toujours facile. Alors, comme disait, je crois que c'était Luca qui me disait, tu vois, en fait, je viens de faire 2 heures, je pourrais recommencer parce que je ne suis pas aussi fatiguée que sur Terre. Mais en revanche, je vois bien que si je travaille trop, je vais quand même avoir… Là, je peux… En fait, ils voyaient bien qu'ils pouvaient quand même se blesser parce qu'aussi, ils peuvent travailler de façon trop forte et puis vous pouvez avoir des ruptures tendineuses malgré tout. Donc, il faut vraiment les limiter, ce n'est pas facile. Ok, une autre question, Franck? Oui, alors une autre remarque là, qui concerne cette fois-ci ce qui a été évoqué sur la partie consacrée aux radiations. Et donc un autre spectateur nous faisait remarquer que Jean-François Clairvoy aurait dit que quelques secondes devant le hublot ensoleillé de Myre lui suffisaient parfois à avoir un début de coup de soleil. Oui, oui, je confirme. Et alors, c'est vrai qu'on leur recommande, ils ont des lunettes de protection, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'ils fassent très, très attention, surtout que, vous voyez, en fait, vous protégez au hublot, puis vous pouvez vous retrouver avec le soleil. Et on a eu d'autres soucis, voilà, même au niveau des mains, vous voyez, s'ils ne se protègent pas et qu'ils font beaucoup de photos. On a vu aussi un astronaute qui avait des bus alors qu'il n'en avait pas du tout avant, vous voyez. Donc, oui, oui, ça c'est vraiment quelque chose… On les prévient, mais je crois que c'est très difficile. Et je me souviens, c'était lors d'une émission, il y avait une éclipse de soleil. Et tiens, c'était pendant le vol de Samantha que j'ai eu son premier vol. Là, elle va repartir quand Mathias va rentrer. Son premier vol, en fait, elle se préparait justement à faire des photos. Et moi, je l'avais mise en alerte. J'avais eu l'occasion de lui donner une lunette éclipse en lui expliquant qu'il fallait que si elle regarde, qu'elle les mette, parce qu'ils ne sont pas du tout conscients de ça. Et en plus, vous voyez, ils vont regarder, ils ne vont pas savoir où ils vont en être, spécialement, quoi. Donc, c'est très dangereux. Ok, j'ai une question supplémentaire sur Zoom. Donc, Christian qui demande à partir de combien de mois dans l'espace peut-on considérer qu'on ne pourra pas récupérer la masse osseuse? Alors ça, oui, alors ça, c'est une question… bon, c'est vrai que quand je présente à un personnel médical, en général, j'ai des slides sur justement les récupérations. On est tous différents, je vous l'ai déjà dit. Et alors ça, c'est absolument imprévisible. Alors, sur les études qui ont été faites, vous pouvez avoir des personnes qui, après 3-4 vols, elles perdent presque rien et elles vont récupérer rapidement. Et d'autres qui, après 15 jours de vol, vont avoir perdu plus. Donc, c'est vraiment absolument difficile de répondre. Globalement, pour un vol de 6 mois, j'ai envie de dire, en 1 an, on peut espérer qu'ils aient plus ou moins récupéré. Et c'est très difficile de vous répondre parce que le gold standard, donc l'examen qu'on a pour l'instant, qui reste le maître examen, est la densitométrie osseuse. Et c'est un très mauvais examen parce que ça va analyser l'os en 2 dimensions. Or, on a des appareils qui sont bien meilleurs que ça, qui sont des espèces de scanners, si vous voulez. Mais le problème que l'on a, c'est qu'il faudrait mettre un argent colossal pour pouvoir prendre la colonne vertébrale et le bassin. Donc, jusqu'à maintenant, à MEDES, on a un appareil comme ça, il y en a aussi à la DLR, il y a des études qui ont été faites, donc on peut simplement analyser le poignet. Or, je vous ai dit, le poignet, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. On peut quand même analyser la partie haute du fémur, pas du fémur, pardon, le tibia. Et c'est grâce à cela qu'on peut se rendre compte que même si en 1 an, ils ont récupéré au niveau de leur densitométrie osseuse par l'examen standard, ils n'ont toujours pas récupéré. Qu'est-ce que va nous permettre cet examen? Il va permettre vraiment d'étudier de façon fine les travées osseuses.
On va voir les cellules directement. Donc, c'est extrêmement, ça serait un très bon examen, mais pour l'instant, et alors, une autre chose que je ne vous ai pas dit, c'est aussi que cet examen, donc, en fait, entraînerait des radiations beaucoup trop importantes aussi. Alors, vous voyez, déjà, on les envoie, on dit il y a trop de radiation. Si en plus, on a un appareil qui n'est pas bénéfique sur ce plan-là, donc il faut qu'on fasse des progrès là-dessus. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, probablement. Je vais juste rajouter, c'est une remarque personnelle, mais ça veut dire que si on arrive sur, enfin, si on envoie des gens sur Mars, on est souvent en train de parler de ça, hein, ils vont avoir perdu plus que 6 mois, puisqu'il faudrait 9 mois pour aller là-bas. Ils vont avoir perdu 9 mois, l'équivalent de 9 mois de vol en densité osseuse. Ils vont arriver sur place. S'il leur faut 1 an pour récupérer en rentrant sur Terre, donc c'est-à-dire que sur Mars, ils vont récupérer encore moins vite. Donc si vous rajoutez encore le temps sur place plus le temps du retour, est-ce que ça, c'est un problème, c'est pas un problème rédhibitoire pour le vol martien actuellement? Alors, c'est une très, très bonne question, en effet. Alors, donc, d'abord, effectivement, les 9 mois de vol, on se dit qu'il va falloir que dans ce délai de vol, qu'ils puissent qu'ils puissent s'entraîner. Pour l'instant, vous voyez, on s'est envoyé une capsule, donc ça part vite, donc déjà s'entraîner. Quand ils vont atterrir, est-ce qu'ils vont se réceptionner? Est-ce qu'ils vont être capables de sortir après 9 mois? La deuxième chose, quand même, c'est que sur Mars, c'est différent. Donc, la gravité est un peu différente. Donc, on espère qu'ils ne vont pas perdre autant quand ils vont rester là-bas. Moi, ce que je pense, alors, quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais d'habitude, je l'ai coutume de dire, c'est que le corps humain est extrêmement bien fait. Vous voyez, en fait, vous n'avez pas besoin de votre muscle et os, donc vous n'en servez pas, donc tout va bien. Et puis, vous adaptez. Mais c'est vrai que le retour est un peu brutal. Donc, oui, c'est vrai que les spécialistes osseux, en tout cas même de la NASA, nous disent, mais attendez, on n'est pas prêt sur le plan osseux. On ne sait pas trop comment l'os va se comporter. Est-ce qu'il y a, vous voyez cette courbe, voilà, est-ce qu'il y a un moment donné où vous n'allez pas perdre plus que ce que vous allez avoir perdu de toute façon et que vous n'allez peut-être pas vous casser? Moi, je pense qu'il faut qu'on pense à d'autres contre-mesures et notamment, il y a… Alors actuellement, donc là, Mathias à bord utilise un engin qu'il aime beaucoup qui donne des stimulations électriques. Alors bon, moi, je n'aimais pas trop ça dans les vols, dans les bed rests quand on essayait ça parce que je trouve que voilà, ce n'est pas agréable. Je pense qu'il faut aussi qu'on développe d'autres mesures, style, comment dire, la médecine chinoise. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire qui vont renforcer le système, vraiment le pouvoir qu'on a dans notre corps. Et ça, en fait, nous, médecins, on s'intéresse essentiellement au corps physique, mais il faut vraiment, vraiment qu'on s'améliore et qu'on travaille sur le corps énergétique. Et c'est très difficile de travailler sur le corps énergétique parce que vous ne pouvez pas le mesurer directement. Ça va être une question de ressenti. Et les taoïstes, en fait, vont vous dire, mais si vous riez une grosse partie de la journée, vous allez augmenter, en fait, donc ces vibrations que vous créez dans votre corps vont vous redonner, par exemple, ce qu'ils perdent, vous voyez, dans l'espace. Ça, j'en sais rien. Il faudrait qu'on fasse des études avec ça, mais je pense qu'il faut qu'on développe autre chose. Les médicaments, c'est bien joli, mais en fait, tout ce qui est biphosphonate qui a été étudié, alors ça, c'est très puissant. Ça a vraiment un effet pour augmenter la masse osseuse, mais le gros problème, c'est que ça favorise les coliques néphrétiques. Alors ça, j'en ai pas parlé parce que je n'ai pas eu le temps, mais les coliques néphrétiques, c'est un problème en vol. D'abord parce que ça fait extrêmement mal. Donc ça, si vous avez une colique néphrétique, si vous en avez déjà eu dans votre vie, vous savez de quoi je parle. Ça fait tellement mal que vous ne pouvez pas travailler et on peut les soulager, mais tout le temps que le calcul n'est pas évacué, il faudrait presque les faire revenir. Donc, on ne veut pas prendre ce risque-là. Et donc, vous voyez, les médicaments, pour moi, sont très efficaces sur un système particulier, mais ils ont leur contrepartie d'avoir des effets secondaires. C'est ça le problème. Ok, merci Brigitte. Une autre question, Franck, sur YouTube? Oui, il y en a même plusieurs, donc je vais en profiter pour en poser deux. Alors, on en avait une, c'était tout autant une remarque qu'une question qui concernait l'épisode consacré au bruit. Et donc, un de nos spectateurs qui s'étonnait que le tapis roulant puisse être une source de nuisance sonore aussi importante. Ouais. Alors bon, je n'ai peut-être pas les compétences techniques là pour vous répondre, juste par mon vécu. Je me souviens d'une des conférences médicales privées, alors je ne sais plus avec lequel.
Et donc, l'astronaute me parlait et je lui disais, mais là, j'ai vraiment du mal à t'entendre. C'est quoi ce bruit que j'entends? Elle me dit, bah, bienvenue au club. Tu vois, c'est ce qu'on entend, c'est le bruit du treadmill. Alors, c'est un tapis. Alors, ce qu'il faut que vous imaginez, vous avez peut-être du mal à l'imaginer, on a l'impression, en fait, que tout ce qu'on a à bord de la station, c'est merveilleux, c'est tout beau. En fait, bon, la station, probablement, c'est plus récent tout de même que Mir, mais on travaille, en fait, il faut que ce soit robuste, simple, facilement réparable. Donc, finalement, les matériaux qui sont utilisés sont encore voilà, des matériaux peut-être un peu vétustes. Il y a un système pour compenser le niveau de vibration. Ils ont, je ne sais pas si, bon, c'est vrai que je ne vous l'ai peut-être pas bien vu. Il y a comment s'appelle, un harnais pour qu'ils puissent être fixés comme s'ils étaient fixés au sol. Bon, ça fait beaucoup de bruit. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a le système devant. Attendez, je crois qu'il est là. Voyez, voilà, il est sur la gauche, hein, le tapis. Mais oui, ça borde la station là. Oui. Il y a aussi le système je ne sais plus parler de ça en français, d'environnement, vous voyez, pour régénérer l'environnement à bord, qui fait du bruit, les ordinateurs. Là, en fait, comme ils sont actuellement, et vous êtes peut-être au courant, ils sont 10 à bord de la station. Normalement, ils peuvent dormir à 4 du côté américain et 3 du côté des Russes. Et il y a des zones qui sont dédiées où on sait qu'il y a moins de bruit parce qu'il y a moins d'ordinateurs. Et là, en fait, Mathias, il dort dans Casa. Casa, ça a été emmené il n'y a pas très longtemps par les Européens. Et on est limite au niveau du bruit, bon, ça passe, mais en fait, quand il y a la porte ouverte, il entend un ordinateur qui est de l'autre côté. Vous voyez, je pense qu'on ne se rend pas compte parce que nous, j'ose espérer pour vous tous en tout cas, que dans votre chambre à coucher, vous n'avez pas l'ordinateur, ou en tout cas qu'il est éteint, parce que rien que ça, ça fait du bruit. Et alors, dans un tout autre registre, une autre remarque faite par nos spectateurs qui nous dit que certaines personnes donc auraient la capacité de mieux réparer leur ADN que d'autres, et que à partir de là, est-ce que cela est ou pourrait devenir un critère donc pour la sélection des astronautes? Oui, alors, enfin, bon, ça pourrait. Après, je ne sais pas s'il faut être favorable à ça, mais vous vous rappelez, en fait, quand je vous ai présenté, je parlais au niveau génétique, effectivement, il y a tout un tas de marqueurs qui pourraient être utilisés. Alors, pas simplement sur le plan des radiations. Alors, effectivement, le laboratoire, on a travaillé avec un centre, je crois que c'est en Belgique, où ils sont en train de mettre au point ce type de test. Ouais, je pense que ça, peut-être que pour des vols sur Mars, justement, on pourrait peut-être en profiter quand même. Là, ça pose quand même aussi un certain nombre de problèmes éthiques, notamment aussi pour les médicaments, parce qu'on peut aussi voir quels sont ceux qui vont être dégradés plus rapidement ou moins les médicaments. Donc oui, on est vraiment en train de discuter de tout ça. Enfin, je sais que la NASA, c'est quelque chose qu'ils sont en train d'envisager. Il y a des personnes qui sont favorables et d'autres non. Donc le débat reste ouvert à ce jour. Oui, mais bon, c'est quand même quelque chose à envisager. Vous voyez, en fait, quitte à envoyer quelqu'un, si vous vous dites, voilà, quelle est ma balance de bénéfices-risques? Si je n'ai pas ce test-là et que je ne sais pas, peut-être que les premiers, on sera obligé d'envoyer quelqu'un qui aura été testé comme ça, en effet. Alors après, ça pose des problèmes aussi pour la sélection. Est-ce qu'on ne doit pas modifier notre mode de sélection? Tout le temps qu'on reste sur la station spatiale, je pense qu'on peut faire le même type de sélection que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais à mon avis, j'espère que les prochaines sélections seront différentes pour vraiment s'adapter à ce qu'on veut faire. Et en termes de compétences médicales, là aussi c'est une autre question qui nous a été posée. Donc un spectateur qui souhaitait savoir si donc tous les astronautes avaient finalement le même socle de compétences en la matière, ou est-ce qu'il y a effectivement des différences entre les uns et les autres? Est-ce que par exemple tous sont capables de faire de la chirurgie en cas d'urgence? Voilà, qu'en est-il en termes de compétences? Oui, alors c'est une très bonne question. C'est vrai qu'à partir depuis qu'il y a des astronautes à bord, il y a toujours ce qu'on appelle le crew medical officer. Donc, parmi les 6, quand ils sont 6, il y en a au moins 2 qui ont ces compétences-là. C'est-à-dire qu'ils ont passé beaucoup plus de temps pour faire des techniques médicales plus appropriées. C'est ce que je vous ai dit, tout le temps qu'on a encore le lien avec la station, s'il y arrive quelque chose à bord, ils vont discuter soit avec leur médecin, soit avec un médecin qui va les guider. Il y a des procédures qu'ils ont répétées. Donc, ils savent tous faire des prélèvements sanguins parce que d'abord, ils se prélèvent sur eux-mêmes pour les expériences scientifiques. Il y a beaucoup de prélèvements sanguins.
Les sutures, vous avez vu Mathias, bon, ils s'entraînent tous là-dessus. Alors maintenant, ce qu'on a mis au point aussi même à Cologne, parce que c'était fait par la NASA, et nos astronautes européens n'avaient pas le droit de passer un certain nombre de jours, j'ai envie de dire, à l'hôpital, parce qu'il y avait pour des questions de sécurité. Donc, on a organisé ça aussi. Donc, ils vont passer, alors malheureusement, ce n'est pas assez, mais 3 jours dans une clinique à Cologne. On est avec eux. Et puis, on essaie de leur montrer un certain nombre de techniques. Alors, ça peut être le dentiste. Enfin, ils apprennent à faire beaucoup de choses. Alors, sur les mannequins, alors, on a tout ce qu'il faut à Cologne pour apprendre à faire des choses sur des mannequins, mais c'est extrêmement performant puisque vous pouvez même faire faire de l'échographie et puis on peut simuler des pathologies. Donc, mais c'est vrai que ça ne reste pas la même chose que de travailler sur un corps humain. Alors, pourquoi on les fait aller dans les cliniques? C'est pour qu'ils s'habituent aussi avec des interventions chirurgicales et avoir des sujets endormis. Alors, on les prépare à avoir des sujets mourants aussi. Bon, j'espère que ça n'arrivera jamais, mais voilà, la question aussi se pose. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, il y a beaucoup de choses encore, même s'il y a longtemps qu'on envoie des hommes dans l'espace, finalement, plus le temps passe, plus on commence à étudier des choses qui, on espère, n'arriveront jamais, mais plus on se pose de questions, on se dit, ah ouais, mais si ça arrive, on fait comment? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et est-ce que l'option de l'utilisation donc de robots permettant des opérations chirurgicales réalisées à distance est une piste qui est explorée actuellement dans le cadre? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et alors, notamment, vous connaissez peut-être, on a Philippe Arbeil qui travaille beaucoup avec le BDS, avec la station aussi, il a pas mal d'expérience. Donc, il y a eu beaucoup de choses de faites pendant notamment la dernière immersion sèche, qui est un deuxième modèle qui simule aussi l'impesanteur. Et en fait, on a eu… Alors, sur le plan chirurgical, je sais qu'il y a eu des expériences de fait. Sur le plan pour manipuler les ultrasons aussi. Et ça marche extrêmement bien. Je peux vous dire, moi, je ne suis pas une experte des ultrasons, mais donc voilà. Alors, vous pouvez avoir… Il y a deux choses. Soit il vous guide, ça, c'est ce qu'on fait de façon classique, mais même, il peut prendre la main comme on fait sur les ordinateurs à distance avec avec le robot, en fait. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui sont faites et c'est vrai qu'on est en train de travailler aussi avec d'autres équipes. Je sais, en Europe, là, on a beaucoup de personnes qui nous contactent, qui nous disent, voilà, on a mis ça au point, est-ce que vous voulez le tester avec nous? Donc, on a pas mal de projets en cours. Alors, je ne sais pas, Frédéric, si tu as d'autres questions, j'en ai encore quelques-unes. Moi aussi, j'en ai encore quelques-unes. Alors, vas-y, je t'en prie. Olivier qui demande à quelles accélérations maximales peuvent être exposés les astronautes et est-ce qu'ils sont exposés à une hypoxie chronique en fonction de la pressurisation de la cabine? Oui, alors donc pour les accélérations, on les entraîne à 5-6 G. C'est à peu près ce qu'ils disent. Bon, après, voilà, c'est vrai qu'il faudrait poser la question finalement quand ils rentrent. Bon, ils disent qu'ils sont bien entraînés. Alors, on ne va pas jusqu'à 5-6 G, ce n'est pas long, hein. On ne le fait pas longtemps. Par exemple, pour la capsule, pour le SpaceX, j'ai vu les profils, parce que je n'ai pas pu y aller donc là-bas aux États-Unis, mais ils vont jusqu'à 3-4 G, d'accord, et pas longtemps. Le plus dur, à mon sens, c'est quand ils reviennent. C'est quand ils reviennent. Et j'ai l'impression, pas tellement l'accélération, mais plus le choc. Vous voyez, le choc, ils disent que c'est l'équivalent d'un accident accident de la route, un gros choc. Alors, c'est pour ça qu'en fait, ce qui est très important, c'est le fauteuil dans lequel ils vont être. Donc, l'accélération. La deuxième question, c'était, j'ai oublié. C'était, est-ce qu'il y a des risques d'hypoxie? Oui, alors l'hypoxie, c'est essentiellement quand ils vont faire des sorties extravéhiculaires. Je vous ai dit que la différence par rapport à un avion, c'est qu'on simule à bord de la station, on a vraiment tout pour avoir des bonnes conditions de pression, de température, etc. Il y a des zones où l'oxygène est un petit peu plus bas. Alors nous, on a ce qu'on appelle je cherche mon mot en français, les règles, voilà, les flat rules, les règles de vol en fait. Et donc sous ça, on a… Si, par exemple, on s'aperçoit que la pression baisse à partir d'une certaine limite, donc voilà, on commence à mettre, implémenter, à mettre à exécution en fait les règles qu'on a. Mais dans la station même, ils sont protégés. Là, normalement, l'oxygène est ce qu'on a sur Terre. Le plus gros problème qu'on a, c'est le CO2, qui est un petit peu élevé. En revanche, dans les SAS, et vous voyez, la procédure est très, très longue. En fait, quand ils vont faire la sortie extravéhiculaire à cause de ça, parce que justement, on va les oxygéner en plus grosse quantité pour que quand ils sont dans le scaphandre, ils puissent, en fait, qu'ils vont être adaptés à sortir dans l'espace. Et quand il y a un véhicule qui va se connecter,
il y a le ça, justement, qui va être une zone de transition pour cette pression. Si tu permets, Franck, je prends une autre question de Zoom. Antonio qui demande, vous avez cité certains des problèmes, que certains des problèmes peuvent être liés ou augmentés par le stress et qu'il y a un suivi psychologique toutes les 2 semaines. Cependant, dans la liste de médicaments que vous avez montré, je ne pense pas avoir vu de médicament associé à cette sphère de maux psychologiques. Est-ce qu'il y a une raison spécifique pour que ce type de médicament ne soit pas administré en orbite, même En fait, vous savez, ce que je vous ai montré, c'est rien au niveau médicament. En fait, je vous ai montré la tableau de contre-mesures qui sont plus des mesures générales. Mais si, on a toute une panoplie. Je vous ai dit qu'il y avait 400 kilos de médicaments pour tout le monde. Il y a des médicaments, des antibiotiques, il y a toute une liste. Notamment des psychotropes, au cas où il y en a un qui est un délire. Et je me souviens, lors d'un briefing, c'était le débriefing qu'on avait fait à Team Peak, et il était un peu surpris, on lui avait énuméré toute la liste des médicaments, bien évidemment. Il était surpris pourquoi on mettait ça. Donc, on avait essayé de lui expliquer calmement que ça pouvait arriver qu'il ait vraiment des problèmes, et notamment des crises d'épilepsie. Donc, on a une grosse liste. Alors, malheureusement, vous savez, tous ces documents que l'on a, ils ont été préparés par les Russes et les Américains. Nous, Européens, on vient un petit peu comme ça. On a importé le Columbus, mais finalement, à bord de la station, ça reste encore la partie russe, la partie américaine. Et nous, je vous ai dit qu'on travaille, c'est ce qu'on appelle USOS, donc avec la NASA, et que ce sont des documents qu'on partage, et on n'a pas le droit, moi, je n'ai pas le droit de vous montrer tout. Donc, c'est pour ça que, je sélectionne, et si je veux vous montrer des médicaments, je peux vous dire on a tel antibiotique, mais je ne vais pas avoir le droit de vous montrer la liste de médicaments qu'on a à bord, mais ça représente deux gros… Tiens, vous savez, en fait, je crois qu'il y avait au tout début, j'avais une image de… en fait, sur la première slide, alors, je ne sais pas si je vais pouvoir… aller, il y a 2 valises, il y en a 6 comme ça. C'est en tout petit, mais avec des couleurs différentes. Le rouge, bien évidemment, pour les urgences, le bleu pour le matériel. Enfin, voilà, donc c'est pour l'équipement. Donc, il y a beaucoup de choses. Et voilà. Vous voyez, dans le premier rond, là, le matériel médical, c'est 2 parmi les 6 qu'ils ont. Franck, une autre question sur YouTube? Oui, une question alors là qui concerne spécifiquement Thomas, et donc nos spectateurs qui souhaitaient savoir si vous aviez remarqué une différence en termes de temps de récupération entre donc son retour de la 2e mission et celui de la première. A priori, oui. Alors, comme vous disiez, Patrick, en commençant, j'étais son médecin adjoint, son médecin prime, surtout qu'il n'était pas là en prémission, donc je me suis occupée de lui jusqu'à ce qu'il parte. Et puis, Mathias a commencé à rouspéter. Il a dit, Brigitte, j'ai l'impression qu'elle ne s'occupe pas de moi. Donc, à partir du mois d'août, on m'a un petit peu retiré de la mission de Thomas. Donc, je ne l'ai pas suivi quand il est rentré, parce que là, justement, Mathias partait. Mais de tous les échos que j'ai eus, oui, il a récupéré beaucoup plus rapidement, ne serait-ce que même le retour. Alors, le retour était un peu différent parce que donc là, il passait par Houston. Et je pense que, vous voyez, ce très long vol de presque une journée, en fait, de retour pour revenir chez nous, enfin, peut-être pas quand même une journée, mais leur permet de récupérer aussi. Parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas vous oublier, c'est quand ils rentrent, ils sont tout de suite, dès qu'ils reviennent, le R+0, je ne sais pas si vous imaginez, on va leur faire, il y a des scientifiques qui nous disent « Ah, mais moi, je veux que ma manip elle soit faite dès le début. » Parce qu'effectivement, plus on va attendre, plus ils vont récupérer. Et donc, s'ils veulent avoir des chances de montrer quelque chose entre le pré-vol ou le même en vol et le post-vol, il faut que ce soit fait le plus vite possible. Donc, la première mission de Thomas, il avait donc on restait… Non, il rentrait aussi à Cologne, mais son premier truc, c'était une biopsie. À l'époque, il avait une biopsie musculaire à son retour. Donc, ça, c'était pas très sympa. Mais donc, oui, il a récupéré très rapidement. Plus rapidement encore, puisqu'au bout d'une semaine, en fait, il a demandé… Je crois qu'il a demandé à avoir un week-end de congé. D'habitude, on n'accepte pas. On attend de faire 3 semaines de rééducation, mais si vous voyez qu'il va bien, il n'y a pas de raison, en fait. Après, il faut qu'on soit quand même prudent. Parce que, en fait, si vous voulez, pour reconduire une voiture, par exemple, vous avez l'impression que tout va bien, mais ils peuvent aussi avoir des petits trous de l'équilibre. Alors, il n'y a rien, en fait, qui puisse vous dire comment
les réhabiliter pour reconduire. Vous voyez, c'est très, très difficile parce que finalement, la conduite, on se rend compte que c'est une activité au quotidien. Voilà, c'est quelque chose qui vous paraît banal, mais en fait, il faut être extrêmement vigilant. Donc, on ne peut pas savoir. Et puis, sur le plan macroscopique, vous voyez, vous avez l'impression qu'ils ont tout récupéré, mais qu'est-ce qui reste au niveau microscopique, au niveau conscience? Et donc, c'était avec Paolo Naspoli, alors pas sa dernière mission, mais il y a plus longtemps. On était ensemble à Houston et je l'emmenais à diverses places quand il était justement en post-vol. C'était même pas une semaine après. Et donc voilà, il y avait un vélo qui venait, donc je m'arrête et il me dit mais pourquoi tu t'arrêtes? Vous voyez, je pense qu'en fait, il faut vraiment être très, très vigilant et on ne va pas leur donner normalement l'autorisation de conduire avant au moins 3 semaines. Alors, le test de la plateforme vestibulaire, c'est un test normalement qui nous sert à ça. Quand on voit qu'ils ont récupéré ce qu'ils avaient, on les autorise à conduire. Voilà. Alors, de mon côté, donc pour YouTube, on a fait le tour des questions. Hein, donc, il me reste simplement à retransmettre les remerciements qui ont été adressés sur le chat donc à Brigitte pour cette conférence qui a été manifestement très appréciée. Moi, merci Franck. J'ai encore des questions sur le chat Zoom. La première, c'est est-ce qu'il y a des impacts sur le goût et l'odorat? C'est un peu à la mode en ce moment. Oui. C'est vrai. Vous savez, en commençant, je vous ai dit que ça avait un impact sur tous les systèmes. Donc oui, sauf que ça inquiète moins les gens. Vous voyez, ça nous inquiète moins. Mais en fait, je crois que c'était, je ne sais plus si c'est Jean-François Clairvoy qui nous disait que, en fait, vous savez, quand au niveau nourriture, ils vont tester une partie de la nourriture. Et je me souviens qu'il nous disait qu'il avait comment ça s'appelle, un gratin dauphinois, voilà. Son gratin dauphinois préféré, il avait trouvé qu'il était quand même moins bon dans l'espace. Alors oui, ils sont affectés parce qu'en fait, ce sont tous les systèmes neurologiques, vous voyez, donc pour moi, c'est normal. Et c'est peut-être aussi ce qui explique qu'ils ont un peu moins faim. Alors, il n'y a peut-être pas que ça, il y a aussi la préparation. Alors nous, Français, je pense qu'on est très, très, très sensibles à l'alimentation. Normalement, les Italiens aussi, je pense que la cuisine italienne est appréciée, mais je me souviens, Luca m'avait dit, écoute, moi, tu peux me donner n'importe quoi à manger, je suis là-haut pour faire mes missions, donc ça n'a pas trop d'importance, mais en général, quand on les interroge, oui, et puis le reconditionnement, vous voyez, manger dans des petites boîtes ou manger, en fait, vous avez vu, je crois que la seule chose vous avez vu ces petites boîtes, en fait, mais maintenant, ils préparent de façon un petit peu différente, et c'était ce qui a changé pour Thomas lors de sa deuxième mission, c'est la préparation. Le CNES, en fait, va lui préparer, en fait, il va avoir un package de nourriture qui va être préparé pour cette mission. Et là, ils ont changé le conditionnement et a priori, c'était apprécié. Donc, ça dépend aussi, vous voyez, comment tout est préparé. Ok, merci. Une dernière question, enfin une autre question de Amélie qui demande est-ce que vous envisagez de prendre en charge Samantha Cristoforetti lors de son prochain vol? Quel est votre souvenir ou anecdote la plus mémorable en tant que médecin, Lisa? Alors, Samantha, oui, alors, il y a pas mal de souvenirs, mais alors il faut que je fasse attention que ce ne soit pas un souvenir médical. Le souvenir, si, le souvenir qui me revient là comme ça, quand on a fait ensemble, je vous ai parlé de l'entraînement pour être le crew medical officer. Alors en général, tous nos astronautes de l'Europe veulent être crew medical officer, donc elle, c'était son cas. Et on avait fait son entraînement donc à la clinique de Cologne. Et le premier jour, vraiment le premier jour à la clinique, on avait rendez-vous en ophtalmologie. Puis là, je me disais, bon, ça va être cool parce que l'après-midi, on avait toute l'après-midi dédiée au cardio. Normalement, c'est fait le matin, mais là, c'est l'après-midi. Enfin, juste après la session d'ophtalmo, donc pour une opération à cœur ouvert. Donc, moi, je me disais, oh là là, ça va être lourd. Mais alors, première matinée, on passe c'était pour, je ne sais plus qu'est-ce que c'était. Enfin, c'était quelque chose de minime, si vous voulez. Et alors, ce qui avait étonné Samantha, et je la vois encore me dire, mais Brigitte, je ne comprends pas. Comment vous pouvez, vous, médecin, travailler sans procédure? Parce qu'en fait, donc c'est une pilote de chasse. Donc, elle, c'est vrai qu'elle avait la goutte sud. Alors, A, B, C, D, et elle est une excellente astronaute parce que vraiment, ce qu'on attend d'un astronaute, c'est qu'il suive effectivement la procédure. Il n'est pas censé changer ce que les scientifiques ont prévu. Parce que si vous changez parce que vous vous apercevez que ça va peut-être être mieux, ouais, mais ça peut quand même complètement modifier l'expérience. Et alors, moi, je lui ai dit, mais écoute, mais tu sais, en fait, le problème, c'est que quand tu vas demander à un patient quand tu l'interroges,
Mais en fait, il faudrait qu'on ait un arbre avec plein de choses. Vous voyez, on ne peut pas prétendre, c'est un sujet humain vivant, c'est pas comme une machine que tu attends à ce qu'elle te réponde ça. Donc, on ne sait pas, donc il faut qu'on soit prêt à tout. Donc, il y a des procédures, mais qui sont très génériques. Donc, effectivement, suivant ce qu'on fait, on ne va pas pouvoir l'utiliser. Voilà, la première anecdote pour Samantha, puis une deuxième peut-être, c'est à son retour, justement. À son retour, je me souviens d'un Russe qu'on connaissait bien, qui, alors, elle était rentrée, donc il y avait des petites fleurs. Donc, il a été capable de lui trouver une fleur, et je vois encore son geste comme si la fleur avait vraiment pesé lourd, et ça m'avait vraiment, vraiment profondément choquée. Et elle avait dit, mais ouais, tout me paraît très, très lourd. Voilà. Et non, alors pour la deuxième réponse, je ne vais probablement pas m'en occuper. Normalement, c'est Maybrit Cupers, qui est un autre médecin MEDES, qui devrait s'en occuper. Parce qu'en fait, c'est pareil, on espère que cette fois, que ça va marcher, qu'on va pouvoir faire une jonction dans l'espace entre Mathias et Samantha. Alors après, si je m'en occupe, ce sera bien, mais vous voyez, là c'est lourd, hein, parce que Thomas… et en fait, ce n'est pas tant la partie médicale qui est lourde, mais toute la partie de gestion… Moi, vous voyez, on va m'appeler pour me demander si c'est OK pour qu'on supprime l'exercice tel jour, qu'on le mette à un autre endroit. Donc, ce n'est plus du médical, mais des fois, il faut vous battre. Hein. Des fois, ils veulent faire des choses que vous ne voulez pas qu'ils soient faites. Et il faut défendre l'astronaute, surtout que lui, il veut tout faire pour faire bien. Donc, en fait, on est un petit peu l'avocat de son temps, l'avocat de sa santé. Donc, j'espère que Maybrit pourra s'en occuper pour vraiment s'en occuper de façon à être un esprit… comment vous dire, un médecin frais, voilà. Ok, merci. J'ai une autre question mais qui est de moi, c'est celle-là. Et je pense, j'en ai pas d'autres sur le chat de Zoom. Moi, j'ai une question toute simple, peut-être un peu polémique. Aujourd'hui, on parle d'aller très loin et très longtemps. Donc, les ressources en termes de nourriture, par exemple, d'eau et autres, on sait qu'elles sont plutôt proportionnelles à la taille et à la masse du corps humain. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on a tendance à sélectionner des gens légers pour aller loin, de manière à emporter moins de nourriture. Et notamment, on sait tous que les femmes sont plus légères, donc est-ce qu'on aurait tendance à sélectionner plus de femmes pour aller très loin? Écoutez, je souris parce que je n'ai pas pensé à ça. Vraiment, je crois que… peut-être que certains de mes collègues y pensent. Moi, je n'ai pas du tout pensé à ça. En revanche, on s'oriente plutôt sur cultiver les propres plantes parce qu'on se rend compte aussi que l'alimentation fraîche, c'est quand même quelque chose de bien. Et à chaque fois qu'ils ont des cargos qui sont ravitaillés régulièrement en vol, on leur amène de la nourriture fraîche. Mais c'est une bonne question. C'est vrai, pourquoi pas? Alors après, vous avez vu comme moi, même si on est ouvert lors de la sélection, on s'attendrait à avoir autant de femmes que d'hommes. Ben non, il y a quand même je crois que c'est 10%, j'ai peur de vous dire une bêtise, mais il y a nettement moins de femmes qui se portent candidates. Donc là, je ne pense pas qu'on s'oriente là-dessus. Après, vous savez, moi je vais vous dire, ce n'est pas parce que vous êtes petit et mince que vous mangez moins. L'anecdote que je pourrais vous donner, si on a encore 5 minutes, c'est que je me souviens de mon premier, donc l'alitement prolongé, où j'étais médecin donc à MEDES, dans une chambre, elles étaient par deux, c'était des femmes, c'est une expérience de 2 mois sur des femmes, et on avait une sportive cycliste, donc voilà, bien musclée, et à côté, il y avait une beaucoup plus menue. Et donc à chaque fois, pareil, les repas étaient extrêmement, pas chronométrés, mais comptabilisés au niveau calorique. Et donc, elles avaient chacune ce dont elles avaient besoin. Normalement, vous avez raison, par rapport à leur poids, par rapport à l'activité. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à me poser vraiment des questions sérieuses sur l'alimentation et les calories. Et si on ne faisait pas des bêtises, parce que celle qui était la sportive plus musclée, elle avait toujours de trop. Et on les forçait à manger parce que, en fait, si tu ne manges pas ça, on va te le ramener ce soir. Parce que normalement, c'est ce que tu devrais manger. Puis si tu ne manges pas ça, les expériences scientifiques, on va plus savoir où on en est. Et puis, il y avait toujours la petite maigre, je vais dire ça comme ça, qui n'y avait jamais assez. Donc, vous voyez, parce qu'elle métabolise, parce qu'elle va consommer plus. Donc ça, en fait, ce qu'on fait donc, avant d'envoyer les astronautes dans l'espace, c'est qu'on fait ce qu'on appelle une mesure du métabolisme de base. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous consommez à l'état, sans dormir, mais sans rien faire.
Donc, normalement, c'est une mesure qui est faite à jeun, sans stress. Voilà. L'idéal, ça serait de la faire au chevet sans que vous soyez levé le matin. Parce que si dès que vous commencez à avoir une activité, eh ben, votre corps se met en fonction, vous pouvez avoir un certain nombre de stress. Voilà. Mais donc, c'est une bonne remarque. Mais ouais, malheureusement, je crois qu'effectivement, la nourriture, c'est pesant. En plus, si ça périme, enfin, voilà, il faut qu'on pense à tout ça et on est plus sur cultiver les propres plantes euh, voilà, dans le cargo qui va les amener vers Mars, sur Mars quand ils arriveront. Voilà. On travaille, il y a beaucoup de projets là-dessus. Et aussi le printing, je ne sais plus parler français, l'imprimante 3D par exemple. Vous voyez, donc là aussi, on est plutôt sur du travail comme ça. On n'a pas pensé à agir sur l'astronaute à ce moment-là, vous voyez. Mais c'est une bonne remarque. Il va falloir qu'on y pense. Ok, j'ai plus de questions sur Zoom, si ce n'est des remerciements et des félicitations. Donc, Merci. c'est vraiment une super conférence. Peut-être pas d'autres questions non plus donc, sur YouTube, Franck? Non, non, Frédéric, je te confirme qu'on a fait le tour. Ok, bah écoutez, moi je pense qu'on peut laisser un petit mot de la fin à Patrick. Alors peut-être Donc, juste avant, pour oui. finir, ben, merci à tous et à tous les astronomes amateurs ou professionnels aussi que je connais bien. Et c'était un plaisir. Et voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'en savoir un peu plus. Voilà, parce que c'était trop court. Tout à fait, Brigitte. Et moi, le grand regret que j'ai, c'est qu'à la fin de chacune de tes planches, mais déjà, elle passe à la suivante, mais on a envie d'en savoir beaucoup plus. Il va falloir qu'on te réinvite et que tu un certain nombre de fois parce que j'ai l'impression que tu en avais tellement d'autres à nous raconter. Évidemment, on ne peut pas passer la nuit entière. En tout cas, c'était passionnant et on a envie d'en entendre davantage, on a envie d'en savoir plus, rien qu'en t'écoutant. Alors, mille fois merci et surtout que on sait que ton temps est extrêmement précieux et compté. Donc, mille fois merci pour ton intervention ce soir qui était vraiment passionnante. On l'a enregistré, donc tous ceux qui ont raté ta présentation, j'espère qu'ils pourront le regarder sur l'enregistrement. Bon, et ben, merci encore et puis à une prochaine occasion donc, pour une de tes conférences. Au revoir. Au revoir à tous.